C'est une opération clandestine au cœur des territoires palestiniens. Le 30 janvier 2024, 2 véhicules pénètrent en Cisjordanie. Ils se rendent à Jenin. 380 000 habitants, bastion historique de la contestation palestinienne. Aux alentours de 5 heures du matin, ils se garent à proximité de l'hôpital Ibn Sina, le plus grand de la ville. Tout est filmé par les caméras de vidéosurveillance. À 5h30, 2 groupes de personnes se présentent devant l'entrée des urgences. C'est un hôpital d'ordinaire très fréquenté. Des patients et des visiteurs passent sans arrêt. Cette nuit, qui se révélera maudite, nous semblait être une nuit de travail normale à l'hôpital. En tout, ils sont 9 et se dirigent au 3e étage. C'est l'étage où est hospitalisé un jeune Palestinien, l'un des premiers témoins de l'intrusion. Certains d'entre eux sont montés par les escaliers, d'autres ont pris l'ascenseur. Ils ont frappé à la porte de l'étage. L'infirmière, pensant que c'était un médecin, leur a ouvert. Il s'agit en réalité d'un commando israélien grimé en simple civil palestinien. L'un d'entre eux est en fauteuil roulant, un autre porte une blouse d'infirmier. 2 personnes habillées en femme, hijab sur la tête, ferment la marche. L'une d'entre elles tient un couffin. Cette incroyable opération d'infiltration a été planifiée et dirigée par 7 hommes. Pendant cette mission, j'étais le directeur de la police israélienne. J'ai fait partie du cabinet qui a approuvé le plan opérationnel. L'opération a été menée par les forces spéciales de la police, le Yamam. Nous avions l'information que 3 terroristes se cachaient dans cet hôpital de Jenin. Au cours de l'opération, nous avons démontré notre parfaite capacité de dissimulation, de précision et de surprise. Une opération encore couverte par le secret défense. Une fois arrivé au 3e étage, l'homme assis dans son fauteuil roulant se lève et le commando passe à l'action. Ils étaient armés et ont d'abord pénétré dans notre chambre. Ils nous ont regardés. J'étais sous le choc, incapable de comprendre qu'un médecin pointe une arme sur moi. Le commando s'est trompé de chambre. Les cibles se trouvent dans la 376. On faisait semblant de dormir et de ne pas comprendre. Quelques minutes plus tard, on a entendu des coups de feu. Ils ont utilisé des silencieux pour ne pas attirer l'attention. Parmi les cibles du commando, Basel, âgé de 18 ans. On le voit ici sur son lit d'hôpital, quelques jours plus tôt, blessé par un tir de drone israélien. Ils ont assassiné ce jeune homme qui était hospitalisé à Ibn Sina depuis 2 à 3 mois. Il était accompagné par son frère qui lui rendait visite, ainsi que par un ami. Le commando les a abattus tous les 3 immédiatement après être entrés dans la chambre, sans la moindre vérification de leur identité. Basel est mort après avoir reçu une balle dans la bouche. Mohamed, qui leur a crié dessus, a été celui qui a reçu le plus de balles. Ajlamaneh a été touché à la tête dès leur entrée dans la chambre. Le commando quitte le 3e étage, arme à la main. La tension est palpable. Il n'hésite pas à mettre en joue plusieurs personnes dans le hall des urgences avant de courir pour quitter au plus vite l'hôpital. Il
Il est 5h43. L'opération a duré moins de 15 minutes. Nous avons éliminé 3 terroristes et nous sommes partis sans faire de victimes, ni parmi nos forces, ni parmi les nombreux civils qui se trouvaient sur place. Nous n'avons touché aucun infirmier, aucun médecin, ni aucune personne qui n'était pas la cible de l'opération. Un assassinat ciblé au cœur d'un hôpital, perpétré par un commando sans état d'âme. Au petit matin, les familles et amis des 3 hommes assassinés viennent pleurer leur mort. Cette action, marque de fabrique des services secrets israéliens, provoque la colère de la rue palestinienne lors des funérailles des 3 hommes dans les rues de Jenin. On distingue les couleurs vertes du Hamas enveloppant le corps de Mohamed Jalamné. Il était l'un des cadres de ce mouvement terroriste. Les 2 autres victimes, Mohamed et Basel, étaient membres de la branche armée du djihad islamique. Les 2 frères vivaient dans le camp de réfugiés de Jenin, chez leur mère, révoltés par les méthodes du commando israélien. Ils les ont assassinés dans leur chambre, alors qu'ils dormaient. Ils n'avaient même pas un couteau pour se défendre. Son grand frère était à l'hôpital avec lui depuis 3 mois sans sortir. Comment peut-on les suspecter d'avoir voulu préparer un attentat? Vous avez vu le nombre de personnes qu'ils ont mobilisées pour les assassiner? Vous avez vu qu'ils étaient même déguisés en médecins? Ils voulaient quoi? Tuer des civils endormis? Selon l'Organisation mondiale de la santé et toutes les lois internationales, les hôpitaux doivent être protégés des attaques. Aucune force armée ne doit pouvoir y pénétrer. C'est insensé qu'ils puissent agir ainsi dans un hôpital. Les Israéliens doivent être jugés pour cela. Mais selon les autorités israéliennes, ces assassinats ciblés étaient bien justifiés, car les 3 hommes prévoyaient de commettre un attentat en Israël. C'étaient des terroristes et ils avaient prévu de tuer des Israéliens spécifiquement. Et puisqu'ils étaient au milieu d'un hôpital, on ne pouvait pas les arrêter. Parce que si on avait dû les arrêter, on aurait dû les menotter, les emmener, etc. Donc, la meilleure façon de ne pas faire de victimes collatérales, c'était de les tuer. Les assassinats ciblés sont la spécialité des services secrets israéliens depuis la création de l'État d'Israël. Plus de 2000 personnes auraient ainsi été tuées. Nous ne procédons à des assassinats ciblés que lorsqu'il n'y a pas d'autre option. Et pour cela, il faut obtenir l'approbation des plus hautes autorités du pays. En fait, quand une personne est sur le point de vous tuer, il y a dans la Torah un proverbe qui dit « Lève-toi et tue le premier ». Si on rate quelque chose, si on manque quelque chose, si on ne prend pas de risque, si on ne réussit pas, à la fin, des Juifs meurent et l'État d'Israël disparaît. Pour mener ces assassinats ciblés en Cisjordanie, les autorités israéliennes ont créé des unités spéciales.
les Mistaravim, ce qui signifie littéralement en hébreu être déguisé en arabe. À la fin des années 80 et au début des années 90, a commencé la première intifada, et avec elle, des attaques terroristes. À ce moment-là, les terroristes les plus anciens bénéficiaient du soutien de la population locale qui les protégeait. Nous avons donc cherché la méthode qui nous permettrait de mettre la main sur la tête du serpent, sur les terroristes de haut rang. Et c'est ainsi qu'on a construit une doctrine, celle d'une unité qui allait se fondre dans leur population. Les membres de ces commandos sont choisis et formés pour être capables de s'infiltrer dans n'importe quel village palestinien. Ils doivent ressembler aux locaux, aux Arabes. Par exemple, on n'accepte pas les blonds. Bon, s'ils sont blonds, on fait en sorte de transformer leur apparence. On coiffe leurs cheveux de manière à ce que ce soit ressemblant avec la population locale, y compris la barbe, les vêtements aussi bien sûr. Tout cela leur est enseigné pendant l'entraînement. Il y a ceux qui parlent très bien l'arabe, et puis il y a ceux qui doivent l'apprendre. Ensuite, ils doivent s'intégrer à leur population, s'infiltrer à leur mariage, à leurs événements, à leurs funérailles. Oren Or Bitoun est un ancien Mistaravim. Il a servi 3 ans dans cette unité. C'est l'un des rares agents à témoigner aujourd'hui. Je pouvais ressembler à n'importe qui, n'importe quel Palestinien. Je pouvais être une femme, un étudiant, un chauffeur de taxi. J'étais plein de personnages. Je pouvais être tout ce que vous imaginez. J'ai souvent été déguisé en femme. À l'époque, je n'avais pas une barbe aussi fournie. J'arrivais en mission déguisé. Je m'approchais de la personne recherchée comme si j'étais une femme, puis en un instant, je me dévoilais et je l'arrêtais. Elle était sous le choc. Oren a mené des centaines d'opérations d'infiltration en Cisjordanie au début des années 90. Chaque mission était complètement différente. Ça pouvait consister à arrêter des kamikazes en route pour une attaque contre des civils, empêcher des tirs contre notre base. On devait aussi interpeller des terroristes de haut rang, parce que le Shin Bet voulait les interroger, par exemple. Il fallait se rapprocher du terroriste, que ce soit dans un café, dans un marché, dans une maison, en silence, en étant aussi proche que je le suis maintenant avec vous. Et puis sortir le pistolet et crier « Force spéciale de l'armée » en arabe et le tenir en joue. Quand je suis arrivé dans cette unité, je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds. Au fur et à mesure que les jours passaient, que j'étais exposé à ce à quoi j'étais exposé, j'ai réalisé que je me mettais énormément en danger. Beaucoup de ces missions ressemblaient à des allées sans retour. Je me souviens que je réservais toujours une balle dans mon chargeur. Car il était hors de question que je sois capturé ou lynché. Cette dernière balle m'était destinée. Si ces unités sont réputées pour leur efficacité, c'est parce que le renseignement israélien dispose de ressources considérables. Et ce depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Grâce en premier lieu aux informateurs. Pour les recruter,
les services israéliens n'hésitent pas à utiliser des méthodes controversées. Chantage, menace de révéler une homosexualité cachée, ou encore promesse de soins médicaux contre des informations. Vous devez avoir en tête que les personnes que vous voulez recruter vous détestent. La dernière chose qu'elles veulent faire, c'est de travailler avec vous. Pour nous, c'est difficile et sans fin. La majeure partie du travail consiste à bien connaître une personne. Ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, ce qui lui passe par la tête. Bien sûr, le fonctionnement du renseignement humain n'est pas vraiment une relation amicale. On les manipule. Mais quand on y arrive, on fait faire aux gens des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. Comme faire du mal à leurs proches ou à leurs amis. Ça reste très compliqué. Recruter des agents est vraiment un art. L'autre force d'Israël, c'est la collecte de données cyber. C'est le rôle de l'unité 8200. Plus de 3000 agents, la plus grande unité de l'armée israélienne, devenue aussi puissante que la NSA américaine. L'une de ses principales bases est installée dans le désert du Negev. Avec ses immenses paraboles, elle est capable d'intercepter et d'analyser des conversations et des échanges numériques dans le monde entier. Je dirais que cette unité surveille des centaines de cibles différentes dans tout le Moyen-Orient. Et pas seulement au Moyen-Orient d'ailleurs. Tout cela est répertorié dans de très grandes bases de données. On cherche d'abord des renseignements dans le domaine du préventif, lorsqu'on veut empêcher quelqu'un de nous faire du mal, quelqu'un qui a prévu une attaque à main armée ou au couteau. Pour cela, il faut arriver jusqu'à cette personne avec précision. On peut interroger nos bases de données pour obtenir des réponses. Par exemple, savoir où vit la personne suspectée, avec qui elle est connectée et tout autre élément pertinent. Je dirais qu'il y a des cibles du Hamas, du Hezbollah. Elles sont ciblées 24 heures sur 24, avec plus ou moins de succès. Mais elles sont toujours observées, et elles le savent. Depuis le 7 octobre 2023, le gouvernement israélien a promis de traquer et tuer tous les membres du Hamas responsables des massacres et de la prise des otages, qu'ils se trouvent dans les territoires palestiniens ou à l'étranger. Le chef du renseignement intérieur du Shin Bet le confirme en novembre 2023 lors d'une réunion de crise, une prise de parole qui sera diffusée ensuite par la radio publique israélienne. Le gouvernement nous a fixé comme objectif d'éliminer le Hamas. Et nous sommes déterminés à le faire. C'est notre Munich. Nous le ferons partout. À Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Turquie, au Qatar. Cela prendra quelques années, mais nous serons là pour le faire. Une mission donnée à un commando formé pour l'occasion et composé d'agents du Shin Bet et du Mossad. Nom de code de l'opération Nili, en référence à un des premiers réseaux d'espionnage juif pendant la Première Guerre mondiale. En tout, des centaines de membres et une dizaine de leaders du Hamas sont dans le viseur, dont Ismaël Haniyeh, le chef politique du mouvement. Ismaël Haniyeh était connu des services de sécurité israéliens depuis des décennies, car la plupart du temps où il était à Gaza, il était le chef du Hamas à Gaza. Mais Ismaël Haniyeh a quitté Gaza pour s'installer à Doha au Qatar en 2019. Là-bas, il est réputé intouchable.
Je ne suis pas sûr qu'ils aient eu un plan réalisable pour le tuer. Mais même s'ils en avaient eu un, ils ont décidé de ne pas le cibler au Qatar. Parce que, tout d'abord, Israël ne voulait pas violer la souveraineté du Qatar. Deuxièmement, le Qatar était l'un des négociateurs de la libération des otages. Mais une occasion s'est présentée lorsqu'Israël a appris que Ismaël Haniyeh allait se rendre à Téhéran, en Iran. L'Iran est un pays dans lequel le leader du Hamas se rend souvent. Et surtout, c'est un pays dans lequel Israël dispose de nombreuses sources. C'est un pays faible socialement, un pays faible économiquement. L'Iran a beaucoup de frontières qui sont relativement faciles à pénétrer. Le pays est composé de nombreuses ethnies différentes. Il y a des Arabes sunnites, des Azéris, des Kurdes. Et tous sont réprimés, ou du moins beaucoup d'entre eux sont réprimés par le régime islamique. Et ils ne l'aiment pas. Il est donc plus facile de recruter des agents parmi ces minorités ethniques, parce qu'elles détestent le régime. Dans le cas de l'Iran, il y a une coopération très étroite avec les Américains et d'autres. Les Français font aussi partie de cette coalition. Ils partagent des données radars. En fait, ils s'échangent toutes les données qui pourraient servir à cette communauté du renseignement. Et elles sont partagées par tous, en temps réel. Toutes ces raisons conduisent au fait que l'Iran est devenu très transparent pour les services de renseignement israéliens. Si l'État hébreu surveille aussi bien l'Iran, c'est que la République islamique est la principale cible du Mossad depuis le début des années 2000. Depuis que l'Iran essaie de se doter de l'arme atomique, sous couvert d'un programme de développement du nucléaire civil, publiquement relayé par le président de l'époque. Une vingtaine de militaires et scientifiques iraniens ont ainsi été assassinés, avec des méthodes de plus en plus sophistiquées. Comme le 27 novembre 2020, quand le père du programme nucléaire, le général Mohsen Fakhrizadeh, est tué par des agents situés probablement à des centaines de kilomètres de l'Iran. Pour l'assassinat de Fakhrizadeh à l'extérieur de Téhéran, les gens qui le suivaient savaient que chaque week-end, il allait à un certain endroit. Ils ont loué une camionnette, un pick-up. Ils savaient où le placer. Ils ont acheté une mitraillette. Ils savaient comment l'installer. Ils savaient comment mettre une caméra qui pouvait retransmettre l'image en direct, soit dans un appartement à Téhéran, soit au siège du Mossad. Ils savaient aussi quand il allait passer. Et dès qu'ils l'ont vu, ils ont appuyé sur un bouton et ils ont vidé à distance tout le chargeur sur lui pour le tuer. Il est mort et sa femme qui était assise à côté de lui n'a même pas été blessée. 3 ans plus tard, Ismaël Haniyeh est la cible principale des services de renseignement israéliens. Le Mossad va mettre à profit son savoir-faire en Iran pour lui tendre un piège. L'occasion survient en juillet 2024. L'Iran élit alors son nouveau président. Or, le Mossad sait que Ismaël Haniyeh risque de se rendre à son investiture, prévue le 30 juillet. Et puis Israël savait déjà que lorsqu'il viendrait à Téhéran, il ne logerait pas dans des hôtels, mais qu'il serait l'invité des gardiens de la Révolution. Israël sait aussi que les gardiens de la Révolution ont une résidence spéciale pour leurs invités. Cette résidence a déjà accueilli de nombreux terroristes par le passé, y compris des terroristes d'Al-Qaïda, qui étaient invités par les gardiens de la Révolution. Donc Israël savait qu'il allait séjourner là-bas. Le 30 juillet, Massoud Pezeshkian est investi en grande pompe au Parlement iranien.
Et comme l'avaient prévu les services de renseignement israéliens, Ismaël Haniyeh est bel et bien présent. Il est même installé au premier rang, entouré de dignitaires du monde entier. Et après la cérémonie, comme pressenti par le Mossad, il passe la nuit dans la résidence des invités des gardiens de la Révolution. Et ils ont eu des informations internes provenant d'un agent qui leur a indiqué dans quelle pièce il allait séjourner. Et une fois que tout cela était connu, il ne leur restait plus qu'à préparer une bombe. La bombe devait être assemblée et installée dans la chambre. L'engin aurait été placé sous le lit depuis plusieurs semaines. Elle devait aussi être produite de manière à causer très peu de dégâts, uniquement à ceux qui se trouvaient dans la pièce, mais surtout ne pas tuer d'autres personnes ou causer de dégâts à d'autres pièces du bâtiment. Quelqu'un a donné le feu vert et a appuyé sur la gâchette. Et je suppose que la bombe a été activée électroniquement à partir d'un drone ou d'un avion. À 2 heures du matin, une explosion tue Ismaël Haniyeh et son garde du corps. Une bâche verte a été installée pour masquer les dégâts sur le bâtiment. L'opération du Mossad fait la une de la télévision d'État iranienne. Aux premières heures de la journée, la résidence d'Ismaël Haniyeh à Téhéran a été touchée. L'un de ses gardes du corps a également été tué. La cause et l'ampleur de cet incident font l'objet d'une enquête et les résultats seront annoncés ultérieurement. L'assassinat d'Ismaël Haniyeh provoque une onde de choc mondiale, et en particulier en Iran. Des milliers de personnes défilent dans la rue pour ses funérailles. Côté israélien, cette mission est une réussite totale. Sans dommages collatéraux, ils sont parvenus à tuer le leader du Hamas dans la capitale de leur ennemi historique. Ce n'est pas le travail d'une seule unité, mais c'est un ensemble d'informations qui, à la fin, a abouti à changer le cours des événements au Moyen-Orient. Depuis la mise en place de l'opération Nili, la quasi-totalité des membres du Hamas ciblés ont été éliminés par les services de renseignement intérieurs et extérieurs israéliens. Il faut aussi de la chance, car dans les opérations de renseignement, les opérations militaires, il faut aussi beaucoup de chance. Et parfois, la différence entre le succès et l'échec est ténue. Et parfois, un petit grain de sable peut faire dérailler toute une opération. C'est pour cela que Ralen Meshal est le dernier grand leader du Hamas encore en vie. L'homme est dans les radars des services de renseignement israéliens depuis 27 ans. Lorsqu'une vague d'attentats suicides frappe Israël. Le 31 juillet 1997, un kamikaze du Hamas se fait exploser sur le marché de Jérusalem. Bilan 14 morts et 156 blessés. L'attentat de trop pour le gouvernement de l'époque. Netanyahou, en tant que jeune Premier ministre, était très sûr de lui. Il était aussi sous la pression de l'opinion publique. En Israël, il faut faire quelque chose dans ces cas-là. Alors, Netanyahou est allé voir le chef du Mossad et lui a dit « Nous devons réagir ». Mishka Ben David est alors chef du renseignement de l'unité opérationnelle du Mossad. C'est à lui de proposer une cible au gouvernement. Nous avons donc été convoqués par Benyamin Netanyahou, qui était le Premier ministre. Il nous a dit « Quelle est votre suggestion pour réagir à tout cela ?» Nous avions répertorié un certain nombre d'activistes du Hamas dans toute l'Europe, ainsi qu'en Cisjordanie et à Gaza.
Mais Netanyahou a dit « Non, non, je veux le chef du Hamas, qui vit en Jordanie avec quelques-uns de ses assistants. » En 1997, le président du mouvement islamiste, c'est Ralen Meshal. Pour les autorités israéliennes, il est le cerveau des attentats suicides qui touchent le pays à cette période. Alors Netanyahou nous a dit « Ok, allez en Jordanie et recueillez ces informations. » Nous y sommes allés et nous sommes revenus avec des informations non seulement sur Ralen Meshal, mais aussi sur les 4 hauts responsables du Hamas vivant à Amman. Où vivent-ils? Où se trouve leur maison? Quelle voiture conduisent-ils? Où vont-ils travailler? Où se trouve leur bureau? Et on est revenu avec toutes ces informations. À leur retour, les hommes de Mishka Ben David proposent un plan d'action à Benyamin Netanyahou. Mais problème, la Jordanie est un pays avec lequel Israël a signé un accord de paix historique en 1994. Le Premier ministre veut un assassinat discret. L'une des règles était que Meshal soit seul, qu'il n'y ait personne avec lui. Une autre était que dans un rayon de 20 mètres, personne ne devait voir ce qu'il se passait. Donc ils ont décidé de l'empoisonner. D'une part parce que c'est l'arme la plus efficace, et d'autre part, ça donne l'impression d'une mort par crise cardiaque. Le poison sera un dérivé d'un puissant opioïde. Pour être fin prêt, le commando teste le dispositif plusieurs fois en Israël. L'équipe d'agents a effectué de nombreux exercices à Tel Aviv sur des passants, mais bien sûr avec de l'eau, pas avec du poison, pour voir comment les gens réagissaient. Il y avait 2 agents, l'un avec un spray et l'autre avec une canette de coca qu'il secouait. Et au moment où le poison est pulvérisé, l'autre décapsule la canette et le coca jaillit. Lorsque la cible se retourne, elle voit le coca couler et elle comprend pourquoi elle a senti un pchit sur son cou. La technique est désormais rodée. Les 8 membres du commando prennent la direction d'Amman, la capitale de la Jordanie, au milieu du mois de septembre, avec des passeports canadiens et des visas de touristes. Mishka Ben David joue le jeu. Il visite les lieux touristiques de Jordanie pour que sa couverture soit crédible, comme l'attestent ses photos. Quelques jours plus tard, mes agents sont partis à la recherche de Meshal. En général, ils suivaient sa voiture quand il quittait son quartier. Il est allé quelques fois au bureau, mais il y avait beaucoup de gens qui entraient et sortaient de là, donc aucune opération n'était possible. Et puis le dernier jour de validité de nos visas, l'équipe est allée mener l'opération. Ce matin-là, 2 agents israéliens constatent qu'il n'y a personne dans le hall de l'immeuble dans lequel Ralen Meshal doit arriver. Toutes les conditions sont réunies pour lancer l'opération. Il est 10h15, le 25 septembre 1997. Meshal est sorti de la voiture. Il est passé devant nos agents. Eux se sont positionnés derrière lui pour mener l'opération. Ils ont commencé à marcher derrière Meshal, mais le chauffeur est sorti de la voiture. À ce moment-là précisément, l'un des 2 agents a pulvérisé le poison. Un autre a ouvert la canette de coca, et quand le chauffeur les a regardés, il a vu notre agent pulvériser le poison en faisant un mouvement comme celui-ci. Il a pensé qu'il était en train de le poignarder. Alors il a crié. Pris de panique, Ralen Meshal s'enfuit. Les 2 agents du Mossad, eux, sont pourchassés par le chauffeur. Quelques minutes plus tard, Randa Habib, correspondante de l'AFP à Amman, reçoit un appel d'un responsable du Hamas. Il y a eu un appel de Nazal et il a dit à ma secrétaire que c'est très très urgent. Alors j'ai pris le téléphone et je l'ai écouté.
Il a commencé à me dire « Khaled Meshal est avec moi. Il a été victime d'une tentative d'assassinat. » Et je lui ai dit « Alors, comment ça se passe? Où est Khaled Meshal? Ça va ?» Eh bien, il m'a dit « Malheureusement, non. Il est en très mauvaise santé. Il était par terre. » Et personne ne savait qu'est-ce qui s'est passé. À l'époque, j'étais infirmier aux soins intensifs de l'hôpital islamique d'Amman. C'était clair qu'il avait subi quelque chose et on a supposé que c'était un poison provoquant cette fatigue extrême et un coma potentiel. Petit à petit, le bâillement et le sommeil augmentent et on était sûr que Khaled Meshal allait tomber dans le coma à tout moment. S'il tombait dans le coma, on estimait que son système respiratoire s'arrêterait. Et si cela arrivait, son cerveau cesserait de fonctionner et le pire scénario serait la mort. J'étais assis près de la piscine de mon hôtel, l'Intercontinental, comme le voulait ma couverture. Et soudain, j'ai vu arriver une personne de l'unité opérationnelle. Elle n'était pas censée venir me voir. Je l'ai regardée et elle m'a dit « Problème. Ils ont mené l'opération, ils ont aspergé Meshal, mais ils ont été attrapés. » Les deux agents sont interrogés par la police jordanienne. Leur couverture de touristes canadiens ne tient pas longtemps. Ils maîtrisaient bien la langue, mais ils ne connaissaient rien du Canada. Le consul canadien est venu au poste de police. Il s'est assis avec l'un des deux pendant 15 minutes et lui a posé de nombreuses questions. Où habitez-vous? Où avez-vous étudié? Où vivent vos parents? Etc. Puis il a demandé à l'autre la même chose. Il a annoncé aux Jordaniens qu'ils n'étaient pas du tout canadiens. Alors les Jordaniens ont décidé de les incarcérer. C'est à ce moment-là que les autorités jordaniennes font le lien entre les deux agents arrêtés et l'état de santé de Khaled Meshal. Le président du Hamas a été victime d'une tentative d'assassinat du Mossad. Le roi Hussein de Jordanie tient une conférence de presse pour faire part de sa colère. Cet acte est absolument inacceptable. Nous avons réagi de manière appropriée, mais il est regrettable que notre État ait été traité de la sorte. Je vous assure que cela ne se reproduira plus jamais. Le roi Hussein était vraiment furieux. Il a lancé un ultimatum à Netanyahou, lui disant « Israël doit fournir l'antidote et la formule du poison, ou l'ambassade hébreu en Jordanie sera fermée et le traité de paix révoqué. » J'ai reçu un appel téléphonique me demandant si j'avais toujours l'antidote sur moi. J'ai répondu « Oui, je l'ai ». J'avais l'antidote avec moi pour le cas où l'un de nos agents serait touché par le poison. Mon patron m'a dit « Descendez dans le hall. Il y aura là un type en uniforme. » J'ai donné l'antidote à un officier jordanien. Il a pris l'antidote et il est allé à l'hôpital. Quand le sérum est arrivé, on l'a injecté dans les veines de Khaled Meshal. On l'a monitoré jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il avait récupéré et que son système respiratoire fonctionnait correctement. Il est resté sous respiration artificielle pendant 24 heures. Le lendemain, le 26 septembre 1997, on a retiré le système de respiration artificielle. Khaled Meshal pouvait de nouveau respirer en toute autonomie. Khaled Meshal a donc été ressuscité par le Mossad. Pour les services de renseignement israéliens, c'est un énorme fiasco. La fin piteuse pour Israël d'une opération voulue par le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui avait envoyé... Contre les deux agents du Mossad emprisonnés,
Le roi Hussein obtient même la libération du cheikh Ahmed Yassine, fondateur et leader spirituel du Hamas, pourtant condamné à la perpétuité par les Israéliens. Sans le fiasco des services spéciaux israéliens à Amman, il y a 11 jours, le chef historique du Hamas n'aurait pas été libéré aussi facilement. Dans le stade Yarmouk de Gaza, 20 000 militants intégristes lui ont fait un accueil triomphal. La fin de l'histoire est un échec, bien sûr, parce que Méchal est en vie. Du moment où on l'asperge du poison et les minutes qui ont suivi, on pouvait parler de succès. Mais à cause de l'arrestation des deux agents et du contexte politique sensible de l'époque, nous avons dû faire marche arrière. Et du coup, quand on regarde le tableau final, oui, c'est un échec. En fait, en essayant de le tuer, Israël a fait de lui un héros et lui a permis de devenir l'un des dirigeants les plus connus du Hamas. Ces opérations que mène l'État hébreu en Cisjordanie et à l'étranger depuis 50 ans sont-elles donc vraiment si efficaces? En tout cas, les responsables israéliens affirment respecter des règles pour justifier le recours à grande échelle à ces pratiques controversées. Je pense que c'est justifiable moralement uniquement si on garde à l'esprit tous les jours et à chaque instant les 4 paramètres suivants. Vous savez que ces gens sont en route pour tuer des Israéliens. Vous savez qu'ils vont le faire maintenant. Vous devez vous assurer que vous avez tout mis en œuvre pour qu'aucun civil ne soit tué. Et enfin, qu'il n'y a pas d'autres options. Tant que vous gardez en tête ces 4 paramètres, vous pouvez assumer les décisions que vous prenez. Le chef adjoint du Mossad, Dave Kimri, m'a dit un jour « Nous ne sommes pas un groupe criminel ou une mafia. » D'accord, mais si on utilise les assassinats ciblés comme arme privilégiée tout le temps, quelle est alors la différence entre un service de sécurité, une agence de renseignement et des méthodes mafieuses? Pour moi, il n'y en a aucune. Comme Israël ne reconnaît que très rarement sa responsabilité dans les assassinats ciblés, l'État hébreu n'a jamais fait l'objet de poursuites de la part d'instances internationales. Pour préserver sa sécurité et celle de ses citoyens, Israël continue d'appliquer à la lettre et en dépit donc du droit international cette pratique. En 2024, une quarantaine de leaders du Hezbollah et du Hamas ont ainsi été tués.